Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée Trauma Bonding quand l'attachement devient toxique. Alors cette vidéo est importante parce que dans les relations dysfonctionnelles, compliquées et toxiques, eh bien très souvent la personne qui va se retrouver donc à vouloir quelque chose de la relation, une certaine finalité mais qui n'y arrive pas, a de fortes chances de se retrouver dans ce qu'on appelle le trauma bonding et en confondant ça avec l'amour. En fait, le trauma bonding, donc c'est un concept qui a été popularisé dans les années 80 par la psychologue Patrick Carnes aux États-Unis. Alors, le trauma bonding, c'est quoi? C'est un lien émotionnel intense qui se forme entre une victime et son agresseur dans les relations marquées par des cycles de maltraitance suivis de moments d'attention ou d'affection. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'abus et ça crée chez la victime une dépendance émotionnelle renforcée donc par l'alternance de moments de tension, donc de conflits, de friction, de distanciation, puis après des moments de réconciliation. Sachant que forcément ça va rentrer en jeu avec le renforcement intermittent, puisqu'on ne sait jamais trop quand tu auras de la tension, ni quand tu auras de la réconciliation, et combien de temps ça va durer. Donc il y a un côté incertitude. J'avais déjà fait un article sur le fameux cycle de l'abus. En psychologie clinique, ce phénomène, il résulte des mécanismes de survie de la part de la victime et ça va créer énormément de confusion provoquée donc par les abus. Donc, quand la victime, bien que maltraitée, donc vit ce genre de phénomène, elle va développer un attachement fort pour l'agresseur en espérant retrouver les moments de bien-être et de validation que celui-ci offre parfois. Et bien que douloureuse, cette relation elle semble indispensable pour la victime, qui persiste dans l'espoir que l'agresseur change et redevienne la personne attentive et aimante qu'elle a pu sembler ou qu'elle a été dans les débuts de la relation. Alors là, on vient de parler de victime et d'agresseur. Le problème avec ces mots de victime et d'agresseur, comme quand on prononce le mot narcissique ou manipulation, ça fait très généralement écho un peu au stéréotype qu'on a du manipulateur ou du narcissique ou de l'agresseur. Mais en fait, il y a différents types d'agresseurs. Donc c'est ce qu'on va voir là maintenant. Donc on a le premier type d'agresseur qui est le plus évident, ça va être la personne violente physiquement et verbalement. Mais ça, c'est un peu le stéréotype. Alors il y en a des gens comme ça, mais là on va un petit peu plus s'attarder sur les autres type d'agresseur. On a le manipulateur ou le narcissique. Sachant qu'il y a plus de 12 personnalités narcissiques, donc on va pas toutes les faire, mais c'est pour montrer que derrière le mot agresseur, il y a différentes couleurs, il y a différentes manières d'être un agresseur et pas forcément la manière directe et frontale. Par exemple, le manipulateur ou le narcissique, cette personne-là va utiliser la manipulation psychologique comme le gaslighting pour contrôler donc sa victime. Donc là, je t'invite à écouter la vidéo que j'avais faite sur le gaslighting pour comprendre bien le concept si jamais tu connais pas. Donc en utilisant le gaslighting, du coup l'agresseur, le narcissique ou le manipulateur s'efforce de faire douter la victime de sa perception de la réalité, créant ainsi une confusion mentale qui renforce l'attachement toxique donc de la victime vers l'agresseur. Ensuite, on va avoir le narcissique introverti ou dit vulnérable avec du passif agressif. Alors celui-là, il est très difficile à identifier et quand on est pris dans ses filets, c'est encore plus difficile de s'en aller. Parce que cette personne-là, elle attaque jamais directement. La personne utilise ses armes préférées, c'est le silence, c'est les remarques indirectes, c'est les comportements de retrait, ce qui va miner progressivement la confiance de la victime ou de la personne visée par ce genre de comportement et ça permet de maintenir le contrôle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très dur quand on est face à ce genre de profil parce que on va pas avoir une confrontation directe avec la personne. Et on va toujours avoir une personne, alors je dis toujours, je fais très long très noir, mais le comportement qui ressort en général, c'est quelqu'un, l'enfant innocent, qui sait pas, qui sait plus, qui a pas fait exprès, qui est désolé, qui veut pas déranger, alors qu'en fait la personne sait très bien ce qu'elle fait. Et c'est ça le masque en fait, entre guillemets, pour ne pas prendre de responsabilité, c'est de jouer la personne qui va peut-être avoir le bon discours, mais qui dans les faits va faire complètement l'inverse, et il y a toujours un truc qui fait que c'est pas de sa faute, etc., etc., et peut utiliser aussi le gaslighting, mais
sous une apparence défensive. Donc ça rend cette personne-là extrêmement difficile à identifier parce qu'on se dit mais il n'y a pas du tout de manipulation de sa part, la personne elle fait pas exprès. Si, elle sait très bien ce qu'elle fait. Je préfère le... à partir du moment où chez la personne on se rend compte d'un comportement récurrent / chronique, la personne sait très bien ce qu'elle fait. Si ça arrive une fois de temps en temps, les erreurs de parcours ça arrive. Mais dès que c'est du récurrent, la personne sait très bien ce qu'elle fait. Ensuite, on va avoir l'agresseur charismatique ou séducteur. Et ensuite, l'agresseur indirect ou par procuration. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est les comportements types d'une personne qui est dans le trauma bonding et du coup, qui se croit dans l'amour. Alors juste avant de voir les comportements types d'une personne donc sous trauma bonding, on va parler du mot amour. Parce que je ne l'ai pas fait dans l'introduction. Amour dans le dictionnaire, ça dit sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, virgule, à vouloir du bien, virgule, à aider en s'identifiant plus ou moins. Et le truc quand on est sous trauma bonding, c'est qu'on va avoir ça. On va avoir l'envie d'aimer la personne, on a envie de lui vouloir du bien, ou on lui veut du bien, et on a envie de l'aider. Donc si on s'en tient juste à cette définition, c'est très facile de confondre le trauma bonding et l'amour. Mais dans ce cas-là, l'obsession, ce qu'on appelle l'obsession amoureuse, ce qui est différent de l'amour aussi encore, on pourrait confondre ça avec de l'amour, parce que quand on regarde obsession dans le dictionnaire, on a idée, image, mot, qui s'impose à l'esprit sans relâche. Après, on a la définition en psychologie, représentation, accompagnée d'états émotifs pénibles, qui tend à accaparer le champ de la conscience. Et donc c'est là que ça devient intéressant, parce que quand on est dans ce genre de relation abusive ou hautement toxique, etc., ce qui se passe, c'est que là, entre guillemets, victime, pour reprendre les mots utilisés avant, va avoir des sentiments vifs de elle envers cette autre personne, pour l'aimer, à lui vouloir du bien, à vouloir l'aider, en s'identifiant plus ou moins à l'autre personne. Donc elle va avoir des images, des idées, des mots qui s'imposent à l'esprit sans relâche de elle vers l'autre personne, donc vers l'agresseur, donc son couple, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, elle aura aussi des représentations accompagnées d'états émotifs pénibles qui tendent à accaparer le champ de la conscience. Donc là, en fait, on va jongler entre des ressentis positifs, la rumination de souvenirs positifs, de belles mémoires, etc., vers l'autre, et aussi la projection de ce qu'on aimerait qu'il soit, donc on va dire du positif, mais en même temps, on va aussi jongler de l'autre côté. Un coup, on va être sur pile, donc le positif, puis un coup, on va être sur face, on va dire le négatif, c'est-à-dire toutes les ruminations négatives, parce qu'on est dans une relation dysfonctionnelle et toxique. Donc du coup, quand on commence à regarder ces définitions-là, on peut se croire dans l'amour, alors qu'en fait, il y a vraiment une différence supplémentaire avec le trauma bonding qu'on va voir après, c'est-à-dire on va voir la différence entre le trauma bonding et l'amour, puisque il va falloir prendre le contexte dans sa globalité. Alors commençons par le premier critère des comportements types d'une personne sous ou en trauma bonding. Alors quand une personne est sous trauma bonding ou trauma bondé, elle va devenir un maître Jedi dans la justification des comportements de l'agresseur. Donc la victime, elle va chercher des excuses pour défendre, expliquer, justifier les comportements abusifs donc de l'agresseur, si on reprend ces termes-là, en minimisant les abus, voire en les normalisant, afin de maintenir une image positive de la relation. Ça, par exemple, dans le récit Flamme Jumelle, on voit ça tout le temps. Mais tout le temps. Tout est expliqué de manière à t'expliquer que c'est normal, en fait, parce que le karma, parce que la source, etc. Et juste pour donner brièvement un exemple, la dernière fois, j'ai encore eu, parce que c'est tout le temps que j'entends ça, un client qui me dit, voilà, moi je suis suivi par un coach FJ, et qui m'a expliqué qu'en fait, tout le comportement du runner envers moi, le runner faisait ça avec moi, donc les comportements abusifs, etc., pour appuyer sur mes blessures afin que je puisse guérir. Et je lui dis, tu sais que c'est une explication, donc une justification, qui de un déjà reconnaît que la personne appuie là où ça fait mal, donc reconnaît, c'est une manière de reconnaître mais sans trop s'y arrêter, sur le fait que l'autre personne finalement est un agresseur. Et que on va expliquer que c'est normal, ça va donc normaliser la chose. Mais je lui dis, c'est hyper dangereux ça comme façon de faire, parce que ça veut dire que la personne qui finalement est reconnue très brièvement dans une posture de bourreau, on la flip, on la shift en sauveur. Et
je lui dis, moi personnellement, de tous les runners que j'ai au téléphone, quand je leur ai demandé s'ils avaient ce comportement avec les chasers pour nous faire guérir, il n'y en a pas un seul qui m'a répondu oui. Par contre, ils m'ont répondu, moi j'ai le comportement que j'ai pour obtenir ce que je veux, quand je veux, dans la mesure que je veux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une intention destructrice ou malveillante. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils font pour avoir ce qu'ils veulent. Alors, je le précise aussi, quand on est en coaching comme ça et qu'on a les gens, donc en coaching c'est confidentiel, on est un peu comme, j'aime bien prendre cette image-là, comme imagine dans un petit village de France, t'es le coiffeur. Bah, tu vas avoir Marc qui va te confier, pendant que tu le coiffes, quelques petits secrets, quelques petites choses intimes de son couple avec Marie. Puis quand 3 jours après, t'as Marie qui vient se faire une coupe, Marie va te confier aussi des choses par rapport à Marc, etc. Parce que voilà, c'est difficile d'en parler avec Marc. Marc, c'est difficile d'en parler avec Marie, donc du coup, ils ont besoin de se confier. Et donc, en gros, le coiffeur du village devient un petit peu le psychologue et le confident et le détenteur des secrets de tout le monde, quoi. Et donc, les gens, ils peuvent se livrer. Et en plus, comme moi, je pose les questions qui dérangent, à la fin, je retombe tout le temps sur les mêmes réponses. Et donc, je disais, c'est extrêmement dangereux de faire ça parce que du coup, toi, dans ta tête, déjà qu'à la base, tu vas justifier, expliquer, minimiser, voire essayer de normaliser les comportements qui sont abusifs, qui sont toxiques. Et il y a une personne qui a une certaine autorité qui t'explique que c'est normal. Le placer en sauveur, c'est le meilleur moyen de continuer de penser que c'est normal, alors que ça l'est pas. Alors le critère numéro 2, c'est le sentiment de culpabilité. La victime se sent souvent responsable de la relation, pensant qu'elle pourrait faire changer l'agresseur si elle changeait elle-même. Et c'est là que ça devient vraiment sournois et pernicieux, parce que c'est exactement ce qui est raconté dans le récit Flamme Jumelle. Chaser, si tu travailles sur toi, le runner reviendra. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est lié à l'exemple ci-dessus que j'ai donné juste avant, c'est-à-dire le runner appuie là où ça fait mal pour que le chaser puisse changer. Donc le chaser dit l'autre en fait il fait ça pour moi, pour m'aider, etc. Et donc du coup si moi je change, du coup je guéris le karma, machin, le truc et le bidule. Et donc du coup le runner reviendra. Donc les deux sont liés l'un avec l'autre. C'est que d'un côté ça permet au chaser de continuer d'être dans son rôle de sauveur, mais en se culpabilisant, donc c'est un peu sauveur sacrificiel quoi, voire victime sacrificielle. Donc d'un côté je me sens responsable et je continue mon rôle de sauveur, c'est celui qui va faire, qui va produire, qui va réussir à avoir ce qu'il veut, mais en même temps c'est un peu le coupable aussi, parce que du coup s'il n'y a pas de réunion, c'est parce que le chaser il a son sac à dos qui est plein de traumas. Donc du coup si je travaille sur moi, je ferai changer l'agresseur. Ça c'est extrêmement répandu dans le récit Flamme Jumelle. Critère numéro 3, dépendance émotionnelle. Malgré la douleur, la victime se sent incapable de quitter l'agresseur et dépend de ses moments d'affection pour se sentir valorisé / aimé. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'explication. Critère numéro 4, isolement progressif. L'agresseur encourage souvent la victime à s'éloigner de ses amis et de sa famille, ce qui limite son soutien extérieur et la rend plus vulnérable. Alors ça va être au cas par cas, ça va dépendre. Quand on est dans une relation, par exemple, avec un pervers narcissique, ça c'est fortement le cas, c'est fortement constaté. Maintenant, dans d'autres relations, ça peut être plus ou moins là, ça va dépendre. Et attention, ce qui peut arriver, c'est que la victime elle-même s'auto-isole, sans forcément que l'agresseur le signifie de manière directe ou indirecte. Parce que, en fait, comme d'un côté, il y a un sentiment de culpabilité, il y a la dépendance émotionnelle, la victime peut devenir une sorte de pot de colle et donc du coup essayer de travailler à fond, d'essayer d'être le plus possible avec l'autre et donc va délaisser l'entourage ou certaines activités, etc. Donc ça c'est vraiment à regarder au cas par cas. Attachement plus fort en période de crise, ça c'est le critère numéro 5, c'est-à-dire étonnamment quand il y a des moments de tension ou de rupture, ça rend le lien encore plus fort, crée une dépendance psychologique encore plus intense. 6. Hypervigilance. La victime développe une sensibilité accrue au comportement de l'agresseur, anticipant constamment ses réactions pour éviter les conflits. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir la confusion qu'il y a entre le trauma bonding et l'amour. Et comment on fait pour différencier donc cet attachement toxique d'un sentiment authentique. Alors, pour une victime, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le trauma bonding peut facilement se confondre avec le sentiment d'amour et parce que la relation alterne entre des moments de tension et des phases de réconciliation intense, ce qui donne
l'illusion d'une connexion profonde. Pourtant, l'attachement donc qui découle de ce style de relation, en fait, n'est pas fondé sur la sécurité et la confiance mutuelle. Donc ça, c'est un point hyper clé. C'est pas fondé sur la sécurité et la confiance mutuelle, comme dans une relation saine, mais sur une dépendance émotionnelle. Dans le trauma bonding, la victime, elle reste attachée non par amour authentique pour l'autre personne, mais par un besoin de validation et un espoir illusoire de voir l'agresseur changer. Donc là, on a déjà 2 points hyper importants. L'attachement, il n'est pas fondé sur la sécurité et la confiance mutuelle, mais une dépendance émotionnelle. Et ensuite, la victime reste attachée non par amour authentique, mais par un besoin de validation et un espoir illusoire de voir l'agresseur changer. Ce qui montre bien que si on a besoin que la personne change, c'est bien parce que, en tout cas, ce qu'on vit et la personne comment elle est ne correspond pas à ce qu'on aimerait vraiment. Ce qui semble du coup être de l'amour est en réalité une survie émotionnelle alimentée par la manipulation et le besoin de calmer la souffrance intérieure. Et c'est comme ça que, justement, dans le récit flamme jumelle et toute ce que j'appelle la bulle flamme jumelle, on va aller dans le tarot, la médiumnité, etc., pour venir calmer une souffrance intérieure. On espère avoir les réponses, on espère on croise les doigts que la source, cette fois-ci, nous accordera la réunion avec l'autre ou un retour de l'autre, etc., etc. Tout ça, c'est complètement mu par la peur et le manque. Quand moi, j'ai les chasers au téléphone, je commence à creuser dans le mental ego, je ne trouve jamais des raisons, c'est-à-dire des fuels motivationnels, qui proviennent de l'amour. C'est toujours de la peur et du manque. Alors, du coup, distinguer ces 2 sentiments est complexe, mais là, on commence déjà à décortiquer la chose, et il y a plusieurs critères qui peuvent aider donc à reconnaître la différence qu'il y a entre le trauma bonding et donc ce qui permet d'amorcer, entre le trauma bonding et l'amour, et donc ce qui permet d'amorcer un processus de libération. Et c'est pour ça qu'on parle de libération émotionnelle, c'est-à-dire qu'on veut regarder quels sont les programmes dans le mental ego qui s'activent pour en décharger les batteries. Et quand on rentre dans ce processus de décharger les batteries, ça perd de son emprise sur nous. Petit à petit, le voile commence à se lever, ça commence à s'effriter, puis au moment on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait dans cette relation pendant des mois, voire des années, j'étais complètement à côté de mes pompes. Et oui, parce que c'est ce qu'on appelle l'illusion générée par le mental ego, c'est-à-dire que le mental ego, quand il y a un programme qui s'active, il te fait voir du violet, alors qu'en fait, la réalité, elle est rose, par exemple. Alors, premier critère, dépendance émotionnelle versus sécurité émotionnelle. Donc, dans une relation saine, l'amour repose sur une sécurité émotionnelle mutuelle, où chacun se sent libre et valorisé. En tout cas, dans les grandes lignes, ça n'empêche pas qu'il y ait des petits trous sur la route de temps en temps. En trauma bonding, la victime reste dans la relation pour apaiser ses propres angoisses, souvent exacerbées par des comportements de manipulation de l'agresseur comme le gaslighting ou le retrait émotionnel au travers des fuites, des silences, etc. Ce lien de dépendance fondé sur la peur de perdre les rares moments de validation crée un attachement obsessionnel très différent du sentiment de sécurité recherché dans l'amour véritable. Critère numéro 2, absence de réciprocité, de respect. L'amour authentique est marqué par le respect mutuel et la réciprocité. Chaque personne considère les besoins et les limites de l'autre. Et c'est pour ça que c'est une des raisons qui fait que l'autre, on espère qu'il change, parce que justement, on n'a pas ça. Dans ce genre de relation, on n'a pas de réciprocité et de respect. Ou ça peut arriver de manière très ponctuelle et éphémère. Dans le trauma bonding, l'agresseur ignore souvent les besoins de la victime et maintient un contrôle constant sans réelle réciprocité. Au lieu de s'épanouir, du coup, la victime, elle se retrouve dans un état de manque émotionnel, cherchant sans cesse l'approbation de l'agresseur, qui n'accorde que des moments d'attention éphémère, et donc ça renforce sa domination. Critère numéro 3, cycle de rupture et de réconciliation. Une des caractéristiques centrales d'une relation où on est trauma bondé est l'alternance entre l'abus et la réconciliation. Un cycle répétitif qui génère confusion et dépendance émotionnelle, donc ça on en avait déjà parlé avant. Après une période de tension ou de distance, l'agresseur peut montrer une attention inhabituelle, donnant à la victime une lueur d'espoir que la relation s'améliore. Ça, par exemple, dans le récit flamme jumelle, on a ça tout le temps. Les fameux retours de l'autre, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir, par quel moyen, etc. Mais quand il revient, c'est « ça y est, il a compris, il a ouvert les yeux », alors qu'en fait, non, c'est que la personne cherche à obtenir quelque chose, a peut-être aussi un manque émotionnel à combler, et que là, il se dit que toi, tu vas pouvoir lui apporter.
Ce cycle devient une boucle addictive où la victime attend ces moments de réconciliation comme une récompense qui compense temporairement la douleur. Critère numéro 4. Idéalisation de l'agresseur malgré les abus. Les victimes de trauma bonding idéalisent souvent leur agresseur, convaincus qu'elle possède des qualités uniques qui valent la peine de rester. Elles se focalisent alors sur les rares moments de tendresse pour justifier les comportements toxiques, confondant ces gestes positifs avec de l'amour. Cet attachement fait perdre de vue les abus subis, créant ainsi un sentiment de dévotion irrationnelle envers l'agresseur. Critère numéro 5, conflit entre amour et peur. Donc dans une relation d'amour authentique, chacun se sent libre d'exprimer ses pensées et ses émotions sans crainte de représailles. En trauma bonding, la victime vit souvent dans la peur de décevoir l'agresseur, peur de provoquer sa colère, ou peur de provoquer sa distanciation ou l'abandon, et cette tension permanente est souvent interprétée comme une intensité émotionnelle, mais elle résulte en réalité de l'anxiété générée par une relation dysfonctionnelle. Et là, c'est intéressant, c'est le début de la phrase. Dans une relation d'amour authentique, chacun se sent libre d'exprimer ses pensées et ses émotions sans crainte de représailles. Encore une fois, ici, on a représailles, mais il y a plein de formes de représailles. Il n'y a pas que une forme directe de représailles, c'est-à-dire violente physique, etc. Ça peut être le chaser qui cherche à communiquer ses besoins à l'autre personne, et la personne part dans le silence, et à chaque fois se répète le même cycle. Le traitement par silence est de la violence cachée, c'est extrêmement violent, puisque ça envoie le message suivant, mais sans le dire et sans le communiquer, cela ne m'intéresse pas, et tu ne m'intéresses pas, et qui tu es ne m'intéresse pas. Alors critère numéro 6, refus de partir malgré la douleur constante. Dans le trauma bonding, le désir de quitter la relation est souvent présent, mais la victime se sent incapable de le faire. Elle se convainc qu'elle ne trouvera personne d'autre, que l'agresseur finira par changer et que la relation vaut la peine d'être sauvée. Cette peur de perdre le lien, même douloureux, est l'un des signes les plus caractéristiques, je répète, les plus caractéristiques du trauma bonding, indiquant que l'attachement repose sur la dépendance et non sur un amour sain et équilibré. Ce point-là, il est extrêmement important parce que c'est ce que je dis dans toutes les vidéos. Je dis à un moment donné, on arrive au point où, comme ce qui est dit là, c'est-à-dire d'un côté, on voudrait s'en aller, mais on n'y arrive pas. Alors attention, parce que le refus de partir malgré la douleur constante, on pourrait croire que c'est un critère qui ne s'applique que quand on est en relation avec la personne, mais en fait, pas du tout. C'est ça, mais aussi quand la relation va éclater et qu'on est en non-contact avec la personne, ce qui se passe, c'est que la dite victime va avoir de la douleur intérieure, psycho-émotionnelle, corporelle et tout. Et elle va arriver au point où à un moment donné, elle a dit, mais ça aussi, j'en veux plus en fait. J'en ai marre, je veux que ça s'en aille, et ça s'en va pas. Et on n'arrive pas à le faire s'en aller. Et donc, là aussi, on est encore dans le critère 6 du trauma bonding. Alors pour résumer, dans une relation saine, l'amour apporte un sentiment de paix et d'épanouissement, tandis que dans le trauma bonding, l'attachement est entretenu par des cycles de douleur et de confusion. Et cette confusion entre amour et attachement traumatique, elle est renforcée par les stratégies de manipulation de l'agresseur. Alors comme on l'a vu précédemment, il y a différentes stratégies de manipulation en fonction du différent type d'agresseur. Ce qui maintient la victime dans un état de besoin émotionnel. Donc c'est hyper important de reconnaître cette différence pour que justement la personne puisse rompre ce lien toxique et retrouver son indépendance émotionnelle. Et je fais une petite aparté ici en conclusion, c'est que là, il y a des stratégies de manipulation donc de l'agresseur ou du différents types d'agresseurs et des différentes stratégies de manipulation qui sont des plus directes aux plus subtiles. Donc à celles où on pense pas que c'est de la manipulation, mais en fait ça en est. Et je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire, mais c'est comme ça. Quand, par exemple, dans le parcours Flamme Jumelle, le chaser, à un moment donné, se retrouve dans l'étape de la séparation, donc de la non-communication, ou presque plus rien, en termes de communication, il va aller se fourrer dans le tarot. Alors, le problème du tarot et des vidéos Flamme Jumelle en général, c'est que ça va venir jouer ou taper sur cette partie-là, donc du trauma bonding, c'est-à-dire, bien que douloureuse, cette relation semble indispensable à la victime, qui persiste dans l'espoir que l'agresseur change et redevienne donc la personne attentive et aimante qu'elle a pu être ou qu'elle a pu sembler être dans les débuts de la relation. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que le chaser, par exemple, dans le parcours Flamme Jumelle, est déjà prédisposé à ça. Il est déjà dans... si, déjà, j'en ai besoin, et 2, ça va changer. Donc, il est déjà... Ça va vachement résonner en lui, ce genre de discours, parce que c'est le disque qu'il va entendre. Or, voici ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est se dire...
Bah pourquoi j'en ai autant besoin? Qu'est-ce qui fait que j'ai tous ces fuels motivationnels en moi? Et qu'est-ce qui se passerait si ces fuels, je les guérissais, je leur permettais de s'en aller? Alors voici ce qui se passe quand on fait ce travail-là. Alors c'est progressif, mais ça va assez rapidement. En quelques mois, ça peut être réglé avec un vrai travail intensif et tout. Mais grosso modo, il se passe ça. Plus les fuels motivationnels, donc en gros, fuel de la dépendance, de l'attachement et ainsi de suite, parce que persister dans l'espoir que l'agresseur change, ce n'est rien d'autre qu'un relent de la dépendance, hein, c'est tout. On a l'impression qu'on est dans l'espoir, mais on n'y est pas. En plus, c'est persiste dans l'espérance plutôt que de l'espoir, parce que l'espoir, c'est l'attente de quelque chose ou de quelqu'un dans la confiance. Là, on n'est pas du tout dans la confiance, on est dans l'insécurité. Mais bref. Donc quand on travaille sur nos fuels motivationnels et qu'on commence à les décharger, en fait, petit à petit, ça vient réguler la psycho-émotionnelle. Et du coup, on récupère, on pourrait dire sa lumière intérieure, on va parler comme ça, on récupère son capital bien-être. Et plus on arrive vers cette complétude, on va l'appeler comme ça, plus on est indépendant émotionnellement. Ce qui veut dire que plus on le fait, plus on arrive au point où on n'y pense plus à tout ce parcours. Tes flammes jumelles, tu l'es pas, on s'en fiche en fait, c'est même plus une question en fait. Ça c'est ce que j'expliquais à une cliente hier, je disais mais en tant que complétude, c'est peut-être vrai qu'on est flammes jumelles ou que c'est une âme scindée en 4, en 12, enfin les théories il y en a 50 000 quoi. On s'en fout un peu parce que le bien-être intérieur ne dépend plus de l'attachement à est-ce que je suis chaser, runner, flamme jumelle, est-ce que c'est un lien karmique, est-ce que c'est juste je me sens bien ici maintenant. Et donc à ce moment-là, quand tu es vraiment en complétude, ce qui veut dire que tu vas travailler sur ton envie de te croire flamme jumelle, parce que c'est un attachement qui provient du manque et de la peur, quand tout ça, ça se libère, t'es en complétude, t'es libre par rapport à toi-même de mener la vie que tu veux, d'aller dans les directions que tu veux, et si plus tard, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, où on sait pas trop quand le runner revient, à ce moment-là, tu verras ce que tu as envie de faire. Mais entre maintenant, on va dire, et ce moment-là, si jamais il arrive, t'es complètement libre. T'es sorti de ta propre prison intérieure. Et c'est ça qui compte au final. Alors si le contenu de cette vidéo t'a parlé, et que tu te reconnais dans le trauma bonding et que t'en as vraiment marre de porter tout ce fardeau psycho-émotionnel, moi je t'invite à aller sur mon blog et de t'inscrire donc sur le programme Son de la Renaissance pour avoir un appel gratuit donc avec moi, pour avoir plus d'informations sur le programme et voir si on peut travailler ensemble. Je dis quand même un petit peu à l'avance, c'est un programme qui est radical en termes de résultats, mais qui demande un certain travail, d'une certaine intensité de la part donc du coaché. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.